Bon ben voilà, je suis à Bordeaux en ce moment et il fait 41 degrés. Bon, pour le côté difficile à supporter, je crois que vous le voyez à ma tête. Mais je me dis que si des gens regardaient cette vidéo en 2050, ils se diraient peut-être que 40 degrés en été, c'est plutôt frais en fait. Imaginez, nous sommes à Paris en juin 2050. Le centre-ville est fermé aux passants entre 11h et 17h en raison du risque d'hyperthermie. Sous 43 degrés à l'ombre, vous longez des centres de fraîcheur où sont relogées les personnes dont le logement est trop chaud pour être supportable. Une affiche vous informe que l'eau est rationnée et qu'un incendie a ravagé la forêt de Fontainebleau, détruit des dizaines d'habitations et causé l'évacuation des villes voisines. Alors ok, ce scénario peut paraître exagéré, mais il est tout à fait crédible quand on regarde les prévisions des scientifiques. On sait déjà que les épisodes de chaleur sont 5 fois plus fréquents du fait du dérèglement climatique. Entre 2000 et 2020, donc en 20 ans, il y a eu 26 vagues de chaleur, contre 4 seulement entre 1960 et 2005, donc en 45 ans. Et on sait aussi que les choses vont pas s'arranger. En 2050, donc dans moins de 30 ans, les canicules pourraient être 2 fois plus fréquentes en France et même les étés normaux seront plus chauds. Il pourrait faire à Paris la température qui fait actuellement à Marseille ou à Séville, soit 40 degrés à l'ombre hors canicule environ. Et petite parenthèse, chaque dixième de degré de réchauffement en plus aura des impacts de plus en plus graves. À plus 4 degrés de réchauffement, les pics de chaleur seront 5 degrés plus chauds en moyenne et pourront atteindre 50 degrés. Et ils se produiront 4 ans sur 5 contre une fois tous les 50 ans au 19e siècle. Bon, et le truc, c'est que ce réchauffement, il sera plus intense en ville, alors même que les villes devront abriter 4 humains sur 5 d'ici 2050, contre 1 sur 2 aujourd'hui, et que même si du jour au lendemain on arrêtait totalement d'émettre des gaz à effet de serre, ce réchauffement il continuerait à se produire. On continuerait à avoir des températures de plus en plus élevées, tout simplement parce que les gaz à effet de serre ont une longue durée de vie dans l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle l'inertie climatique. Donc même s'il faut absolument limiter nos émissions pour limiter le réchauffement climatique, on voit que nos villes devront absolument s'adapter à la chaleur. Mais alors, pourquoi il fait plus chaud en ville qu'ailleurs et comment est-ce qu'on peut faire concrètement pour rafraîchir nos villes? On va traquer les solutions concrètes et les fausses bonnes idées et vous allez voir, je pense que vous allez être surpris par pas mal de choses. Bon, alors déjà, pourquoi il fait plus chaud en ville? Le fait que les températures soient globalement plus élevées en ville qu'à la campagne, c'est pas qu'une impression. C'est un phénomène qui s'appelle le phénomène d'îlot de chaleur urbain, ou ICU. En gros, pour diverses raisons qu'on va voir juste après, les villes ont tendance à stocker la chaleur le jour pour la relâcher pendant la nuit, ce qui en fait des îlots de chaleur. Résultat, entre une rue du centre-ville et une zone rurale, il peut y avoir des écarts de 4 degrés en moyenne, pouvant aller jusqu'à 12 degrés une nuit de canicule. Pendant la canicule de 2003 à Paris, on a mesuré 10 degrés d'écart entre le centre-ville et les zones rurales alentours. Mais alors, pourquoi il fait plus chaud en ville qu'à la campagne? En fait, il y a 3 grandes explications. La première, c'est la nature des surfaces. En gros, dans les villes, il y a peu d'eau et peu de végétation, mais beaucoup de surfaces minérales et artificialisées qui vont absorber et stocker la chaleur le jour pour la restituer la nuit. La deuxième explication, c'est l'organisation des villes. Les rues et les bâtiments peuvent freiner la circulation de l'air et l'évacuation de la chaleur. Les rues étroites et encaissées, par exemple, vont maintenir la chaleur entre les murs et empêcher les vents de circuler, ce qui piège les polluants. C'est ce qu'on appelle l'effet canyon urbain. Et la troisième explication, c'est les activités humaines, comme l'usage de la clim ou de la voiture, qui font encore grimper les températures. Alors certes, la chaleur en ville nous oblige à porter des accessoires très peu saillants et nous rend aussi mou qu'un mérou neurasthénique, mais elle a surtout des conséquences bien plus sérieuses. Déjà, elle aggrave la pollution de l'air, qui est déjà responsable d'1 décès sur 5 dans le monde. Et puis ensuite, la chaleur en ville détruit les écosystèmes, fait souffrir nos organismes et surtout, elle tue. En 2003, la canicule en Europe a causé la mort de 70 000 personnes en 1 mois et demi et la surmortalité moyenne était bien plus élevée en ville qu'à la campagne. Bref, il fait plus chaud en ville, ça cause beaucoup de problèmes, donc il faut adapter nos villes à la chaleur et limiter cet effet d'îlot de chaleur urbain. Et pour ça, on va voir, on a des solutions très concrètes. La première solution, c'est de choisir les bons matériaux pour le sol et les bâtiments. En gros, l'impact de chaque matériau sur le climat local, il va varier en fonction de 3 paramètres. D'abord, la capacité thermique, c'est-à-dire la quantité de chaleur qu'un matériau peut stocker. Ensuite, son inertie,
c'est-à-dire la vitesse à laquelle il se réchauffe et se refroidit. Et il varie aussi selon l'albédo, c'est-à-dire le pouvoir réfléchissant d'une surface. Il est compris entre 1 pour une surface blanche qui réfléchit totalement la lumière du soleil et 0 pour une surface sombre comme le goudron qui eux vont absorber la chaleur sans la réfléchir. Et donc en fonction de leurs caractéristiques, les matériaux ont un effet très différent sur le climat de la ville. Vous voyez ici que la température de ce bâtiment varie nettement en fonction du matériau de construction utilisé. Et vous voyez ici les différences de température qui sont assez impressionnantes selon la nature du sol. Le bitume, par exemple, va avoir une forte capacité thermique et une forte inertie thermique. C'est-à-dire qu'il va non seulement stocker beaucoup de chaleur, et en plus il va mettre du temps à se refroidir. Il va aussi avoir un fort albédo, puisque comme il est sombre, il absorbe la chaleur sans la réfléchir. On va du coup privilégier le gazon ou les matériaux sablonneux, et surtout les surfaces claires, les surfaces au fort albédo. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de repeindre les toits en blanc, qui est une solution qui permettrait de réduire de 3 à 7 degrés la température intérieure des bâtiments. Alors la deuxième solution pour rafraîchir la ville, c'est de miser sur l'eau et la végétation pour créer des îlots de fraîcheur. Et d'ailleurs, on voit très bien sur cette carte que ce qui constitue les îlots de fraîcheur à Bordeaux, c'est clairement la Garonne, les lacs, les bois et les jardins. Alors commençons par l'eau. En plus d'installer des fontaines, des jets d'eau et des brumisateurs, qui sont pratiques mais parfois coûteux en infrastructure et en eau, on peut valoriser l'eau qui est naturellement présente en ville. On peut passer par le fait d'assainir ou de protéger les lacs et les fleuves, qui rafraîchissent l'air en le chargeant en vapeur d'eau et où vous pourrez se baigner. Et ça peut être aussi préserver les zones perméables, pour que l'eau de pluie ne s'écoule pas trop vite et qu'elle ait le temps d'une part de s'évaporer pour rafraîchir l'air ambiant et d'autre part de s'infiltrer dans le sol pour nourrir la végétation. Végétation qui justement est elle aussi très utile pour rafraîchir la ville. Vous avez vu la transition parfaite là ? Alors lors de la canicule de juin 2022, il y a quelques mois, le gouvernement a lancé un plan de 500 millions d'euros pour renaturer et végétaliser les villes et c'est pas pour rien. Les végétaux d'abord, ils fournissent de l'ombre. Ensuite, ils puisent l'eau dans le sol pour l'évaporer par les feuilles. C'est l'évapotranspiration et ça fait des arbres des climatiseurs naturels. Et puis sur les toits et les façades, la végétation va limiter l'exposition aux rayons du soleil. Et vous voyez ici qu'en été, la température de surface d'un mur végétalisé est bien moins élevée que celle d'un mur en béton. Donc c'est pour ça que beaucoup de villes végétalisent leurs rues et leurs places ou distribuent ce qu'on appelle des permis de végétaliser. Regardez cette photo, elle est assez impressionnante. En fait, elle a été prise en juin 2022 et on voit nettement les différences de température au sol entre les dalles grises de la place de la République à Paris et les surfaces sous les arbres. Dans un cas, on a 59 degrés sur la dalle et dans l'autre cas, sous les arbres, on a 25 degrés. Mais petite parenthèse, attention aux solutions miracles. Il faut planter des arbres, certes, mais il faut planter les bons arbres, résistants aux fortes températures et pas trop gourmands en eau, au feuillage assez fourni pour apporter de l'ombre, mais pas non plus trop sombre pour ne pas stocker la chaleur, rappelez-vous de l'albédo. Et ensuite, il faut aussi planter au bon endroit, pour ne pas que les arbres retiennent les polluants, comme c'est le cas s'ils sont plantés au-dessus des avenues très passantes, et pour que leurs racines puissent grandir et puiser assez d'eau pour que son évaporation par les feuilles puisse vraiment avoir un effet rafraîchissant. Donc c'est pour ça qu'en règle générale, il vaut mieux planter directement dans la terre plutôt qu'en pot. Pour finir, le troisième type de solution, il concerne les bâtiments et l'organisation de la ville. Alors, comme la plupart des villes françaises connaissent depuis 2000 ans un climat stable et tempéré, elles n'ont pas eu besoin d'adapter leur architecture à un climat extrême. Par exemple, à Paris, les immeubles haussmanniens ils sont peu adaptés aux vagues de chaleur et les immeubles construits dans l'après-guerre, ils sont souvent très mal isolés et donc aujourd'hui, c'est de vrais passoires thermiques. Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? Alors, la première solution à laquelle on pense quand on parle de rafraîchir son logement, c'est la clim. Sauf que c'est clairement une fausse bonne idée. Parce que déjà, elle rejette à l'extérieur l'air chaud. Donc si tous les bâtiments parisiens avaient la clim, la température n'augmenterait pas de 4 mais de 6 degrés. Et en plus de ça, la clim représente 10% de la consommation électrique mondiale et elle peut émettre des gaz très polluants, dont le pouvoir réchauffant est 1000 fois plus élevé au moins que celui du CO2. Alors, est-ce qu'on est condamné à cramer chez nous ? Eh bien, pas du tout, puisqu'on a plein d'autres possibilités pour adapter nos villes à la chaleur. On peut par exemple favoriser la circulation de l'air en aménageant de grandes artères ou des bâtiments surélevés qui laissent passer le vent. On peut aussi améliorer l'isolation des bâtiments ou les équiper de volets ou installer des réseaux de froid qui font en gros circuler de l'eau fraîche sous les bâtiments pour les refroidir, eau fraîche parfois pompée dans les fleuves et les rivières. Par exemple, à Paris,
vous voyez que l'eau de la Seine est utilisée pour rafraîchir le Louvre ou les grands magasins, et on pourrait donc l'employer aussi chez les particuliers. Et enfin, dernière chose, on peut miser sur ce qu'on appelle les solutions douces, qui consistent à limiter les effets de la chaleur en ville en modifiant nos habitudes. Et vous allez voir, c'est ultra simple. On peut favoriser le vélo ou la marche, ce qu'on appelle les mobilités douces, plutôt que l'usage de la voiture qui émet de la chaleur. Donc pour ça, on peut créer des rues piétonnes, des pistes cyclables ou des parcs à vélo près des gares. Et on peut aussi étendre les horaires de travail et d'ouverture des parcs, plus tôt le matin et plus tard le soir, quand il fait plus frais. Bref, que conclure de tout ça? Que 1, on a des solutions pour rafraîchir les villes, et que 2, ces solutions, elles sont pas forcément techniques ou coûteuses. Et les spécialistes d'ailleurs, ils conseillent pas forcément des solutions très techniques, ils conseillent beaucoup d'appliquer les principes de l'architecture bioclimatique. C'est une architecture qui tire profit de l'environnement pour améliorer le confort et qui est utilisée depuis très longtemps, de manière très efficace. Par exemple par les Grecs anciens qui peignaient leurs maisons en blanc, par les Arabes qui ont conçu des mouchards à biais pour accélérer le passage du vent tout en se protégeant du soleil, par les Africains qui bâtissent des maisons en calcaire ou en vase, des matériaux qui absorbent l'humidité et qui l'évaporent pendant les journées chaudes, ou encore par les Espagnols et leurs villas avec plan d'eau centrale qui rafraîchissent l'air et le font circuler. Bref, l'adaptation, elle est urgente, possible et efficace. Et un des enjeux, c'est aussi de raisonner à la bonne échelle, l'échelle de la ville, pour créer vraiment des stratégies collectives de rafraîchissement et pas que la solution ce soit que chacun allume sa clim. L'échelle de la ville aussi pour que les solutions soient vraiment adaptées à chaque territoire. Et on pourrait aussi raisonner à l'échelle d'une région métropolitaine pour éviter qu'il y ait des inégalités, par exemple entre une ville et sa banlieue, entre Paris intramuros et les villes de Seine-Saint-Denis par exemple. Bon, le défi il est considérable mais il est passionnant et vous trouverez plein de sources en description pour le relever et pour penser une ville bioclimatique. N'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire ou à me dire si vous avez d'autres idées pour rafraîchir la ville. Et n'hésitez pas aussi, pour d'autres vidéos d'urbanisme, de géographie très concrètes, à vous abonner à la chaîne Archipel. En attendant, à la prochaine et perdez pas le nord.